Chers amis, bonjour. Comme je vous l'ai promis, je voudrais vous toucher aujourd'hui un mot de la lecture que je viens d'achever d'un essai, un livre de conversation entre le journaliste français François Soudan et le président de la République du Rwanda actuel, Monsieur Paul Kagame. Voilà. Le livre s'intitule donc L'homme de fer, conversation avec Paul Kagame, et il est publié chez IDM à Paris. Ce livre, à mon avis, est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il nous présente un leader atypique de notre époque. Un leader atypique de notre époque africaine, un leader atypique de ce 21e siècle africain en la personne du président Kagame. Le journaliste François Soudan pose les questions, le président Kagame fait les réponses. Ce qui est intéressant, c'est la place prépondérante accordée aux réponses dans le livre, ce qui nous permet effectivement d'aller en profondeur à la découverte effectivement d'un homme dont j'indiquerai en quoi précisément il est original. Original en réalité parce qu'il a réussi à demeurer profondément africain, très enraciné dans sa terre rwandaise, dans la terre africaine, dans l'idéal panafricain, et d'autre part un homme profondément ouvert sur le monde. Parce qu'en réalité, l'expérience dont il est porteur a été tirée non seulement de longues années d'exil, un exil commencé à 4 ans, mais également d'une formation polyphonique, ouverte toutes les dimensions de la science, de la technologie, à toutes les dimensions du savoir technologique industriel tel qu'il a été développé notamment en Occident et en Asie du Sud-Est. Un homme rompu à l'ensemble des techniques de gouvernement du monde contemporain, et notamment des techniques modernes. Officier plusieurs fois, trempé dans la maîtrise de l'art militaire, et cela au contact des meilleures académies du monde, notamment des académies américaines. En fait, de quoi est-il question dans ce livre? Il me semble qu'on peut vous en parler en disant que le livre évoque au moins 5 thèmes fondamentaux. D'abord, l'histoire coloniale du Rwanda. Ensuite, la tragédie des Tutsis à l'intérieur de laquelle, évidemment, la tragédie de Paul Kagame lui-même se comprend et s'explique. Le troisième moment décisif de ce livre, c'est le combat du Front patriotique rwandais, qui aujourd'hui constitue la majorité au pouvoir au Rwanda, et notamment cela depuis 1994. Le quatrième moment, ça serait de parler de la conception kagamienne du pouvoir. Et peut-être qu'un cinquième moment, pour nous, serait de nous demander, mais qu'avons-nous à apprendre de l'itinéraire particulier de ce pays, de cet homme? Je commence donc par le premier moment. Alors, l'histoire du Rwanda peut se schématiser de la manière suivante. À partir de la fin du 19e siècle, ce sont les Allemands qui se font les colons de ce territoire. C'est un territoire qui est globalement tenu par une monarchie multiséculaire. C'est un pays monolingue, on parle le Kinyarwanda, c'est la langue de tous les sujets de ce territoire. Lorsque les Allemands perdent la Première Guerre mondiale, celle qui a lieu entre 1914 et 1918, ce sont les Belges qui s'approprient cette colonie allemande. Une fois que les Belges se sont appropriés cette colonie allemande, ils n'auront cesse d'en faire absolument un territoire qui puisse leur garantir évidemment des matières premières à vil prix. C'est la logique de tous les colonialismes. Mais il leur faudra pour cela s'assurer qu'à la tête du Rwanda, il y a une élite qui, d'une manière ou d'une autre, est absolument soumise à leurs desiderata. Alors, pour cela, la période coloniale, à partir de 1935 notamment, et Kagame insiste beaucoup sur cette date, la période coloniale belge au Rwanda est caractérisée par le phénomène de la fabrique de l'ethnie. Les Belges décrètent d'un jour à l'autre que le Rwanda est composé de 3 sortes de Rwandais, les Tutsis, les Hutus et les Twa. Les Belges décrètent à partir notamment de 1935 que les Tutsis, globalement assimilés à des éleveurs, les Hutus à des cultivateurs et les Twa
à une sorte de genre mixte entre les deux, les Belges décrètent donc que les Tutsis constituent la minorité seigneuriale du pays. Cette minorité seigneuriale mérite d'emblée les postes les plus prestigieux de l'administration coloniale. C'est ce système où l'ethnie Tutsi, fabriquée de toutes pièces par les Belges, dans sa différence avec l'ethnie Hutu et dans sa différence avec l'ethnie Twa, est donc en quelque sorte placée en posture de clivage avec le reste de la société d'administrés. Le fait est que le roi du Rwanda, Mutara III, ne semble pas fonctionner à plein dans le schéma prévu par les Belges. Il s'efforce malgré tout de continuer d'avoir un regard, en quelque sorte, égalitaire sur la totalité du Rwanda. Alors, à partir des années 50, les Belges décident de changer de stratégie de fabrique de l'ethnie. Ils décident cette fois-ci de dire que les Tutsis qu'ils avaient pourtant élus comme les seigneurs de l'administration coloniale après eux-mêmes les Belges, ils décident de dire que les Tutsis sont des Kamitiques, des Nilotiques, donc qui viennent de très loin, des étrangers, et que par conséquent, ils s'efforcent de dominer, ils sont en réalité en posture de domination, d'aliénation des autres groupes ethniques du Rwanda. En réalité, les Belges décident de promouvoir, à la place des Tutsis qu'ils avaient montés de toutes pièces contre la population, désormais ce qu'on peut appeler la suprématie Hutu, le Hutu Power. Eh bien, Kagame est né en 1957. Et dès 1961, les actes de pogrom, de génocide, organisés par la majorité démographique Hutu contre la minorité démographique Tutsi, vont contraindre des milliers, des centaines de milliers de Tutsis à s'enfuir du Rwanda vers les pays voisins. Et voilà comment la tragédie frappe Kagame au cœur même de sa famille, dont il nous rappelle que, par la ligne maternelle, elle appartenait à la famille royale. À 4 ans, Kagame doit fuir son pays. Fils de commerçant opulent, il se retrouve réfugié pauvre, démuni, vivant en Ouganda, dans les camps, dépendant de l'aide internationale et au jour le jour. Douloureuse expérience, celle de la dévastation d'une famille chassée de ses terres. Kagame va donc faire partie de ces réfugiés rwandais qui vivent en Ouganda, pratiquement interdits de remettre les pieds chez eux par le nouveau pouvoir Hutu qui s'installe jusqu'au début des années 80. Voilà l'histoire de l'homme. Les Belges fabriquent l'opposition ethnique Hutu, Tutsi, Twa. Ils l'utilisent en instituant la domination Tutsi dans l'administration au départ. Quand la domination Tutsi ne joue pas pleinement leur jeu, ils changent en choisissant la domination Hutu. Il faut rappeler quand même que la domination Tutsi ne s'accompagne pas, elle ne s'accompagne pas de génocide anti-Hutu. Mais quand les choses s'inversent, ce qu'on va observer, ça va être l'organisation progressive de la logique de l'exclusion, de la logique du pogrom, de la logique de la discrimination violente, qui explique que Kagame grandisse en Ouganda, en terre anglophone et en terre étrangère, non pas dans son pays natal. Eh bien, la tragédie des Tutsis est donc celle de Kagame, parce que et c'est là le deuxième moment de mon exposé, c'est la tragédie d'une exclusion d'une partie de la population d'un pays par une autre partie de la population de ce pays, avec l'appui d'une puissance tutélaire occidentale. Une exclusion sans retour, puisque les Tutsis contraints à l'exil sont sommés de rester en exil, sont considérés comme des étrangers, sont interdits de remettre les pieds dans leur pays sous peine de mort. Voilà pourquoi, et c'est le troisième moment, à partir de 1980, les Tutsis réfugiés en exil commencent à s'organiser pour revenir dans leur pays. C'est une loi de l'histoire. Quand vous excluez des millions de gens d'une diaspora, de la participation aux jeux politiques, économiques et sociaux de leur propre pays natal, où ils ont encore attache, souvenir et tombe ancestrale, vous contraignez les exclus à s'organiser pour obtenir leurs droits par des voies insurrectionnelles.
Le combat du FPR est donc celui du retour de Rwandais exclus dans leur patrie. Retour qui est la revendication d'un droit inaliénable. La rwandité fabriquée par la majorité Tutsi, ayant décrété l'exclusion et l'apatridie de natifs du Rwanda, eh bien, ceux-ci avaient parfaitement le droit de procéder par toutes les voies légitimes et légales pour être reconnus dans leur droit imprescriptible d'être des citoyens rwandais. On va plus loin. Parlant de ce combat du FPR, on découvre alors que un concours de circonstances formidable va le faciliter. Les Rwandais exclus du territoire rwandais sont souvent incorporés dans l'administration ougandaise, notamment dans l'armée ougandaise de résistance à l'époque contre la dictature. D'abord Idi Amin Dada, ensuite contre la dictature de Milton Obote. Et donc, cette armée de résistance qui est dirigée par Yoweri Museveni va massivement s'appuyer sur les exilés. Elle va massivement s'appuyer sur les exilés rwandais, dont Kagame, et notamment un personnage très influent dont on ne connaît pas beaucoup le nom, mais qui fut pourtant le premier chef, le premier leader historique du Front patriotique rwandais, Fred Rugema. Alors, donc, toute cette période de l'exil est une période durant laquelle Kagame se forge un personnage qui a deux aspects. Par un côté, il a une tradition seigneuriale. Par la ligne maternelle, ils savent ce que c'est que l'exercice du pouvoir, la gestion des hommes. Pas seulement la gestion du bétail. Mais de l'autre côté, Kagame cultive un personnage que racontent ses camarades de classe en exil, un personnage farouchement opposé à toute forme d'injustice, prêt à prendre tous les risques pour faire face à l'injustice. Un personnage fortement introverti, capable de toutes sortes de sacrifices quand il s'agit de combattre l'injustice. C'est comme cela que le décrivent les témoignages recoupés ça et là. Il cultive donc à la fois une certaine nostalgie de la seigneurie filiale qu'il a connue par la ligne maternelle, et d'autre part, une seigneurie de soi, qui sont véritablement les conditions d'un leadership extraordinaire. Les Rwandais forment d'abord l'Alliance rwandaise pour l'unité nationale à l'étranger et par la suite le Front patriotique rwandais, qui n'est pas un front marxiste-léniniste, qui n'est ni un front de gauche ni un front de droite, mais une tentative de refonder l'égalité de tous les Rwandais, l'unité de tous les Rwandais, par-delà le paradigme du discours colonial qui s'était installé depuis 1935. Ce sera un combat très rude, d'autant plus que ce combat-là a lieu dans un contexte où va s'engager le terrible génocide des Tutsis du Rwanda. Il y a un débat très répandu sur la question qui consiste à se demander si c'est parce que l'avion du président Juvenal Habyarimana, Hutu, qui était donc au pouvoir dans les années 90, si c'est parce que cet avion a été abattu en 1994 que le génocide a eu lieu en représailles. Kagame répond magnifiquement à cette question dans ce livre en expliquant qu'en ayant cette logique-là, on peut supposer donc que les Tutsis qui avaient été exclus depuis les années 50 et 60 de la citoyenneté, qui avaient été rendus apatrides, qui avaient été déversés hors de leur terroir, et bien que ces Tutsis-là, en représailles, auraient dû organiser, autant que faire se peut, un génocide anti-Hutu, ce qui n'a pas eu lieu. Dire que l'avion du président Habyarimana ayant été abattu, les Hutus extrémistes avaient le droit de liquider 1 million de Tutsis et de Hutus modérés, c'est en réalité faire un argument par l'absurde. Kagame démontre parfaitement que, en réalité, la planification de l'extermination Tutsi avait par plusieurs vagues été pensée à partir, en réalité, de la période des années 50. Et les actes de pogrom contre la minorité Tutsi, à l'époque dans la population, avaient été fortement multipliés. Il ne s'agit donc pas d'un acte qui serait apparu comme un cheveu dans la soupe dans l'histoire du Rwanda, mais l'implosion maximale d'une stratégie d'extermination, d'exclusion, de discrimination qui avait été pensée longtemps avant cela. Le génocide de 1994 est le point paroxystique du projet
de certains Rwandais de s'approprier le Rwanda pour eux tout seuls, en chassant des millions d'autres Rwandais ou en exécutant des millions d'autres Rwandais pour s'assurer qu'ils ne seront pas capables d'y revenir. Kagame le démontre à merveille dans ce livre. Et en restituant les péripéties dans lesquelles le FPR va entrer dans Kigali, Kagame montre très bien que c'est le FPR qui a stoppé le massacre, non pas le FPR qui a provoqué le massacre. Je connais parfaitement cet argument dans d'autres contextes, je pense notamment au contexte ivoirien, où on a un pouvoir, le pouvoir Gbagbo, qui organise le massacre de parties de la population qui n'ont pas voté pour lui ou qui lui sont hostiles. Et lorsque se lève la résistance d'un Guillaume Soro avec les forces nouvelles et plus tard avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire pour rétablir le droit, rétablir la paix et la sécurité de tous, cette résistance est incriminée, alors que cette résistance est un acte de légitime défense de la souveraineté populaire. Eh bien, au Rwanda, c'est pratiquement une situation similaire qui s'est déroulée en 1994. Le pouvoir Hutu décide de procéder à la solution finale à laquelle il avait été préparé et aidé en partie par un certain nombre de puissances internationales, dont la France, et en retour, parce qu'il stoppe le génocide, on veut pouvoir établir une sorte d'égalité, d'équanimité, d'équilatéralité entre le génocidaire et celui qui a résisté contre lui. J'en viens pour finir, en réalité, à la conception kagamienne de la démocratie. D'abord, Kagame a une conception du leadership qui est très claire. Il ne peut pas y avoir, dans des sociétés fragiles comme celles issues de la colonisation, celles issues des guerres d'indépendance, celles qui sont nées dans le terreau de l'idéologie tribaliste et de l'ethnicisme d'État d'origine coloniale, il ne peut y avoir un leadership faible. Le président Obama a eu tort de penser que les institutions fortes suffiraient à redresser l'Afrique. Kagame fait partie de ceux qui pensent que certes il faut des institutions fortes, mais pour les États africains, qui sont en réalité des palais de porcelaine dans lesquels des éléphants se promènent, il faut un leadership fort. Et vous comprenez donc le sens même du titre de l'ouvrage, l'homme de fer. Il n'était pas possible de redresser le Rwanda, de le sortir du génocide, de le sortir de l'idéologie génocidaire, avec une doctrine et avec des hommes politiques qui ne sont pas doués d'une certaine volonté morale, d'une certaine force de caractère, d'une certaine détermination, à faire régner l'ordre, le droit, la justice dans leur propre rang et ensuite dans le pays. L'argument fort que Kagame avance, c'est que s'il n'y avait pas eu un homme fort, une organisation puissante et disciplinée pour mettre fin au génocide et rebâtir le Rwanda, que tout le monde loue aujourd'hui pour ses succès économiques, pour ses succès sociaux, pour ses succès politiques institutionnels, pour ses succès en termes de bien-être et d'élévation de la condition de vie de ses habitants, si cela n'avait pas eu lieu, l'armée, le Front patriotique rwandais, majoritairement composé de Tutsis, qui reprend le pouvoir à partir de 1994, aurait procédé aux représailles, aurait procédé en réalité à un génocide Hutu, ce qui n'a pas eu lieu. Il faut quand même saluer le fait que ceux qui auraient pu se venger ne se soient pas vengés. La force, ce n'est pas simplement les institutions fortes, ce sont des hommes qui portent des valeurs, qui les incarnent dans leur manière de vivre, et il est incontestable que Kagame, chef d'État qui n'accumule pas des milliards en Occident au détriment de son pays, en est forcément un. Le leadership, donc, pour Kagame est décisif. Il n'y a pas de démocratie africaine possible aujourd'hui sans un leadership fort qui veillera à installer des institutions fortes, c'est-à-dire égalitaires pour tous. Le deuxième point de la conception kagamienne de la démocratie, c'est la place de la culture. Kagame insiste plusieurs fois sur l'importance d'enraciner le modèle démocratique dans la mise en valeur de pratiques africaines d'égalité, de pratiques africaines de fraternité, de pratiques africaines d'amitié. Le troisième point, c'est la question de la modernité. Sur ce point, Kagame se positionne comme un leader qui, effectivement, va à la recherche de la science et de la technique et s'efforce de les endogénéiser par l'amélioration de la formation, de l'éducation de ses concitoyens. La science et la technique ne s'importent pas par des transferts de machines, transportées dans des bateaux, dans des avions ou je ne sais par quelle voie. La science et la technique se transfèrent d'abord par l'appropriation des savoirs par les citoyens. Donc, l'éducation, la santé sont au cœur du dispositif politique de Kagame parce qu'il sait
Quelles sont les conditions pour que le Rwanda soit capable de s'approprier la science et la technique moderne, avec les succès qu'on lui connaît déjà? Un quatrième point de cette conception kagamienne de la démocratie, c'est l'importance de l'influence géostratégique. Kagame pense sérieusement qu'il ne peut pas y avoir un Rwanda fort s'il n'est pas un Rwanda influent. De la même façon, l'Afrique ne peut pas être forte si elle ne conquiert pas, par l'union de ses régions, l'unité de ses États, une véritable influence géopolitique. Kagame a des positions très fortes, par exemple, sur l'égalité des femmes. Elle compose 52% de la population rwandaise et Kagame pense qu'elle devrait, au minimum, composer 52% de la représentation politique du Rwanda. Il va même jusqu'à dire une chose absolument impressionnante à la page 102 de son livre. Je ne peux m'empêcher de vous citer ce que Kagame dit, parlant des femmes. Les femmes constituent 52% de la population rwandaise. Il me semble tout à fait naturel que tout citoyen soit pris en compte. Nous construisons un pays neuf et nous ne pouvons donc absolument pas ignorer sciemment 52% de la population. Tout le monde doit être inclus dans le processus de reconstruction. D'autre part, je crois en l'importance des droits des femmes et de leur rôle dans la société. En toute franchise, si j'étais une femme, il y a bien longtemps que j'aurais entrepris une lutte armée pour libérer mes congénères, comme je l'ai fait pour libérer mon pays. Si les femmes opprimées décidaient d'engager une guerre, je serais prêt à leur fournir clandestinement des munitions, car ce serait une guerre justifiée. Fin de citation, page 102, 103 de cet ouvrage. Connaît-on beaucoup de leaders sur le continent africain qui aient des positions aussi fortes à propos des femmes? Kagame, de ce point de vue, est absolument, effectivement, de l'avant-garde de l'émancipation citoyenne féminine africaine. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut tirer de ses positions concernant la Cour pénale internationale et de sa lecture globale de l'histoire africaine et des processus de réconciliation. Kagame souligne une chose fondamentale. Un État qui ne veut pas que ses leaders soient convoqués éventuellement un jour par la Cour pénale internationale n'a qu'à ne pas y adhérer et à se contenter des institutions pénales internationales issues de l'ONU. Kagame préfère davantage le tribunal pénal d'Arusha, par exemple, que la Cour pénale internationale. Et voilà pourquoi, à aucun moment, il n'a engagé l'adhésion de son pays à cette affaire. En Côte d'Ivoire, je reprends toujours cet exemple, il y a eu engagement sous Henri Konan Bédié, sous Laurent Gbagbo et sous Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire dans la Cour pénale internationale. Il n'est donc pas étonnant que des ressortissants de ce pays soient éventuellement jugés pour les actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reconnu, d'ailleurs officiellement, la compétence de la Cour pénale internationale. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est l'espèce d'optimisme incroyable que Kagame a envers l'expérience rwandaise. C'est un optimisme qui est basé sur un principe que j'aime beaucoup, c'est soyons optimistes dans l'action et pessimistes en théorie. Kagame croit que le Rwanda doit être avant tout ce que les Rwandais, conscients, organisés, épris de justice et de vérité, veulent en faire. Kagame pense qu'on peut faire face aux défis africains, démographiques, économiques, politiques, culturels, si l'on est animé d'une réelle volonté de construire des nations d'égalité, des nations de fraternité, des nations de solidarité et de prospérité. Kagame mise énormément, plusieurs fois dans ce livre, sur l'importance d'une volonté politique éclairée, structurée, organisée, qui seule peut redonner à chacun des États africains sa valeur, sa dignité, et en réalité à toute l'Afrique, sa place dans le concert des nations. Eh bien, effectivement, quand il dit « Je rêve d'un Rwanda réellement stable sur tous les plans, un Rwanda prospère, dont le niveau de vie a rattrapé celui des pays qui le tiennent pour acquis, un Rwanda qui n'a plus besoin d'être le bénéficiaire de la générosité d'autrui, je souhaite que le Rwanda soit en mesure de donner plutôt que recevoir, qu'il puisse aider d'autres à devenir autonomes et à être les acteurs de leur prospérité. Eh bien, tel est mon rêve, un Rwanda prospère et stable, des Rwandais heureux et fiers d'être Rwandais. » On lui demande ensuite, et pour l'Afrique, de quoi rêvez-vous? Et dit, mais de la même chose. Ce que je nous souhaite, je le souhaite pour l'Afrique. Monsieur le Président Kagame, je suis parfaitement d'accord. Votre combat est juste, votre vision est absolument féconde. Nous avons intérêt à apprendre de votre expérience. Chers amis, je vous remercie. Bonne journée.